Bonjour à tous et merci d'être là. Et bonjour Patrick Martin, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous êtes président du MEDEF, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous représentez donc les dirigeants de 240 000 entreprises, des grands groupes, mais principalement aussi des ETI et des PME. Et vous êtes vous-même à la tête d'une ETI dans le domaine de la construction. Donc vous êtes un petit peu aux premières loges de l'adoption de l'IA par les entreprises, puisque vous avez le ressenti des patrons face à cette révolution. Et vous avez mené, je crois, il y a quelques mois, un tour de France de l'IA pour partir à la rencontre justement des dirigeants et avoir leur premier retour d'expérience, mais aussi leurs craintes et leurs appréhensions, j'imagine, vis-à-vis de cette technologie. Qu'est-ce que vous retenez de ce tour? Quels enseignements principaux vous avez retenus? Je vais commencer par vous saluer toutes et tous et vous dire le plaisir que j'ai à intervenir ici. Stade Vélodrome où je me rends assez régulièrement, j'y reviendrai dans quelques instants, puisque j'ai fait une déclaration le 15 octobre dernier sur la jeunesse. C'est pas sans lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors effectivement, on est aux premières loges, et je dois vous dire qu'à notre corps défendant, on est aux premières loges sur beaucoup de sujets en ce moment. Bon, il faut s'emparer des sujets positifs, et le sujet de l'IA l'est évidemment. Alors, plus directement pour vous répondre, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a une prise de conscience dorénavant généralisée de la part de nos 240 000 adhérents chefs d'entreprise quant à la nécessité de s'intéresser à l'IA. Une fois que j'ai dit ça, il y a des sentiments divers, hein. Ne le cachons pas, il y a un sentiment d'inquiétude et de crainte au regard de la nouveauté, de la complexité du sujet, au regard des enjeux en termes d'emploi. Et puis, c'est assez ambivalent. Il y a progressivement, et c'est tant mieux, on s'y emploie, un intérêt, une curiosité et une meilleure compréhension qu'il faut parfaire encore, que l'IA doit être perçue comme une opportunité et je dirais comme une nécessité. Voilà. Aucun secteur d'activité, aucune taille d'entreprise ne peut considérer que l'IA est un non-sujet. Je pense que ça va être au contraire très discriminant entre ceux qui réussiront et ceux qui sortiront du jeu. Donc effectivement, on fait du prosélytisme parmi d'autres, hein. Mais typiquement avec notre fédération Numéum, on a organisé un tour de France de l'intelligence artificielle qu'on a commencé à La Réunion, qui est un territoire assez en flèche en matière d'IA. La proximité de l'île Maurice n'y est pas indifférente. Et on a réuni 3000 chefs d'entreprise. On a exactement atteint l'objectif que l'on voulait, c'est-à-dire avoir des chefs d'entreprise de profil, ou des entreprises en tout cas, de profils extrêmement divers. C'est ça notre enjeu, c'est que sans tarder, toutes les entreprises, je le redis, quelle qu'en soit la taille, quel qu'en soit le secteur d'activité, quelle qu'en soit la localisation, considèrent qu'on doit s'emparer de ce sujet-là. Je finis juste, puisque j'ai commencé par dire, pardon d'être très bavard, j'ai commencé par dire qu'il y avait, mais je crois que c'est vrai de la population, singulièrement de la population française, il faut le déplorer, un sentiment d'appréhension, hein. Et je rappelle juste ces deux chiffres qui disent à quel point on est, au niveau mondial, on est encore assez interrogatif au regard de cet énorme enjeu de l'IA. Il y a certaines études très, très savantes, hein. Par exemple celle de Gartner qui dit que ça va détruire 300 millions d'emplois. Et puis il y a une autre étude qui dit que c'est celle de Goldman Sachs, que ça va créer 500 millions d'emplois, à moins que ce soit l'inverse. Ce qui est certain, mais on y viendra sans doute, c'est que au-delà du solde de création et destruction d'emplois, à l'intérieur de nos effectifs salariés, ça aura des effets de bord considérables en termes de qualification, en termes de fonction. Et donc c'est une raison supplémentaire pour qu'on appréhende ce sujet avec beaucoup de détermination. L'appréhension, elle vient aussi parfois chez les entreprises du fait que les gains de productivité ne sont pas encore tout à fait là. Il y a une récente étude du BCG qui montre que, en gros, il y a 5% des entreprises qui en tirent vraiment un gain significatif. Et la grosse majorité, c'est quasiment rien. Et alors que ça coûte, ils investissent plusieurs millions dans cette technologie. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous, auprès des patrons, des dirigeants français, ce manque de la productivité qui peine à venir? Alors c'est dans l'ordre des choses, hein. Je crois que ça se vérifie dès lors qu'il y a une évolution technologique. Et en l'occurrence, c'est pas une évolution, c'est une rupture technologique. Donc c'est dans l'ordre des choses qu'il y a une phase de découverte, d'investissement, d'implémentation, et que les effets en termes de productivité, mais pas seulement en termes de productivité, n'apparaissent qu'au fil du temps.
Mais en regard, je ne crois pas me tromper en disant que quand on analyse les différentiels de croissance entre les États-Unis, l'Europe, la France singulièrement, l'avantage que prennent les États-Unis tient en bonne part au fait que l'intelligence artificielle, mais également la robotisation et d'autres évolutions technologiques sont plus avancées aux États-Unis qu'en Europe. Et vous avez parlé aussi des effets sur l'emploi. Effectivement, il y a eu ces derniers mois des annonces assez spectaculaires de coupes d'effectifs. Je pense à celle chez Amazon de 14 000 emplois. Est-ce qu'on peut craindre en France de voir ce type d'entreprise qui annonce, alors on n'a pas des effectifs aussi importants qu'Amazon, mais de voir ce type d'annonce? On ne peut pas le craindre, c'est une certitude. Et en fait, notre vrai enjeu, mais c'est un enjeu de citoyen en tant qu'un enjeu d'entrepreneur, et ça devrait être, malheureusement, ça ne l'est pas, un enjeu prioritairement pour les politiques. Une fois qu'on a acté qu'il y aurait ce que j'appelais ces effets de bord en termes d'emploi et de qualification, il faut qu'on en tire les conséquences. C'est-à-dire qu'on anticipe beaucoup plus qu'on ne le fait actuellement, singulièrement en France, ces fameux effets de bord, et qu'on se donne les moyens les ayant anticipés, de les accompagner. J'évoquais tout à l'heure, parce qu'il faut citer les bons auteurs, ma propre intervention ici même le 15 octobre sur le thème de la jeunesse. Il y a une forme d'angle mort, ou je dirais presque de déni dans les politiques publiques françaises qui ne s'intéressent en particulier ces jours-ci qu'à une chose, la fiscalité. Il y a une forme de déni. Donc, quant à l'impérieuse nécessité de mieux former les jeunes, les classements qu'on a sur Teams, sur PISA sont extrêmement préoccupants parce que la France se déclasse en particulier dans les matières scientifiques. Or, l'intelligence artificielle, ça demande une structure mentale et des compétences en mathématiques, en sciences. Donc, c'est pas de très bon augure. Il faut déjà corriger cette anomalie qui est assez spécifiquement française sur la formation initiale de nos jeunes, les réintéresser en définitive aux matières scientifiques et techniques. Il faut ensuite que ça se traduise en termes d'orientation. Dans les propositions que j'ai faites donc le 15 octobre, il y a un gros volet orientation. Et puis qu'on mette en place une carte des formations au plus près du terrain qui permette d'installer une offre en définitive conforme aux anticipations que l'on a s'agissant des effets de l'intelligence artificielle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas un sujet dont on entend parler actuellement. Alors, donc, il y a eu le plan OSEIA qui avait été proposé, lancé par notre ex-ministre du numérique, Clara Chapaz, où il y avait, je crois, cette prise en compte de la formation continue. C'était peut-être pas... Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce plan? Alors, Clara Chapaz, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect, était parfaitement dans son rôle, mais il faut que ce soit vraiment une grande cause nationale. Il faut que l'entreprise soit une grande cause nationale. Il faut que la jeunesse soit une grande cause nationale. Une fois qu'on a dit ça, qu'on traduise ces grandes causes dans des actes et des décisions. On a entamé une réforme des lycées professionnels, mais elle est restée en suspens. Il y a un certain nombre de sujets qui restent tabous parce que politiquement assez inflammables. Je pense en particulier au premier cycle universitaire, où bien malgré eux, des dizaines et des centaines de milliers de jeunes s'orientent vers des formations qui n'avaient déjà plus beaucoup de débouchés et qui en auront encore moins du fait de l'intelligence artificielle, en particulier dans des métiers tertiaires. Donc moi je pense que le MEDEF en particulier, parce que le MEDEF c'est quand même 12 millions de salariés à travers les 240 000 entreprises que vous évoquiez. Donc on est directement concerné par ce sujet pour nos propres entreprises, mais je pense qu'on porte également une voix qui doit éclairer le débat public. Et je crois que tous ensemble, on doit marteler ce message-là de dire ne restons pas inertes, parce que la voie, elle est tracée. Si on prend le rapport Draghi, par exemple, ou les préconisations de Patrick Artus, de Nicolas Dufourcq, etc., la voie est tracée. Mais on est un peu comme une poule devant un couteau. C'est pas très IA, ni la poule, ni le couteau, mais j'emploie quand même cette image. Et plutôt que de se crêper le chignon sur des sujets qui n'en sont pas, je reviens sur les débats parlementaires de ces jours et de ces heures, ça serait pas idiot qu'on s'empare positivement de ces sujets-là. C'est la raison pour laquelle moi j'ai posé dans le débat la nécessité que les partenaires sociaux, mais au-delà des partenaires sociaux, la collectivité nationale s'interroge sur le modèle productif français. Veut-on croître ou décroître? On sait à peu près quelle est la thèse du MEDEF. Il faut croître intelligemment, sobrement, frugalement, mais enfin il faut croître, sans quoi on ne générera pas de richesse. Et puis voir comment ça se décline sur le digital et l'intelligence artificielle, sur l'environnement et sur un certain nombre de grandes thématiques. Voilà, il faut qu'on se réapproprie ces sujets-là et sur l'intelligence artificielle en particulier.
Il y avait un autre sujet sur l'intelligence artificielle qui vous interpelle, c'est celui de la souveraineté. Vous aviez lancé un appel dans une tribune il y a quelques mois en appelant à un sursaut un peu urgent de l'Europe autour du sujet de la souveraineté numérique. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu et que ce sujet, aujourd'hui, il y a eu des plans annoncés par la Commission européenne pour soutenir une IA européenne, pour accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises? Est-ce que ça répond à votre appel? Alors, il y a plusieurs dimensions dans ce sujet-là. Il y a une dimension technologique à proprement parler, et puis une dimension formation et une dimension souveraineté. Nous, notre thèse, c'est que, bien à sa manière, l'Europe est probablement allée trop loin dans la protection des données, dans une forme de surréglementation de ce monde qui est très évolutif et qui ne peut pas ne pas être très ouvert, qui est celui du digital, des data et de l'intelligence artificielle. Donc en la matière, comme dans beaucoup d'autres domaines, il faut que l'Europe ne se renie pas, bien sûr, parce qu'on a des valeurs spécifiquement européennes auxquelles on est viscéralement attaché, mais enfin prenne mieux en compte la réalité et des évolutions technologiques, Dieu sait si elles sont rapides, et puis la réalité du monde. À nouveau, ce n'est pas innocemment que j'évoquais le rapport Draghi, il est très fondateur, y compris sur ce sujet essentiel de l'innovation, mais aussi du financement de l'innovation. Et donc, il nous tarde que l'Europe, au-delà de ses déclarations d'intention un peu plus réalistes de notre point de vue, mette en œuvre un certain nombre de décisions. J'étais la semaine dernière à Rome avec mes homologues italiens de Cofindustria et allemands du BDI. On a reçu Stéphane Séjourné, qui est plus conscient qu'il y a quelques mois encore de l'impérieuse nécessité d'accélérer et d'écarter le carcan dans lequel on s'est nous-mêmes installés, mais c'est horriblement complexe, lourd, lent au niveau européen. Donc, avec mes homologues, on a dit que maintenant, il ne s'agissait plus de parler, il fallait agir. Comme disent nos amis québécois, il faut que les bottines suivent les babines. J'adore cette expression. Ouais, on terminera là-dessus du coup. Merci beaucoup. Et bonjour à nos invités qui sont là pour nous parler de l'adoption de l'IA en entreprise et plus spécifiquement celle de ce qu'on appelle aujourd'hui les agents IA, dont ces IA sont plus autonomes, qui sont capables de prendre des actions et pas seulement répondre à la manière d'un chatbot. Et donc, pour en parler, j'ai avec moi Anne Pruvot, qui est directrice générale de SNCF Connect and Tech, une filiale de SNCF Voyageurs. Émilie Sidikian, directrice générale de Salesforce France. Salesforce qui développe d'ailleurs ses propres agents IA. Et, excusez-moi, Habib Messaoudi, vice-président de Kyndryl. Donc, vous êtes en charge de tous les sujets IA au sein de ce cabinet de conseil intégrateur de solutions IA. Et Jérôme Berger, vous êtes à la tête de la direction stratégie et investissement d'Orange. Déjà pour commencer, j'aurais aimé qu'on revienne sur ce concept d'agent IA parce que chacun on a une définition un petit peu différente. On parlait il y a quelque temps de salariés virtuels, de force de travail numérique. Est-ce que c'est exactement ça dont on parle, Habib? Peut-être que vous pouvez nous donner votre définition de ce concept. Écoutez Marine, je pense que c'est une question essentielle que vous posez parce que ce que vous touchez du doigt à travers de cette question, c'est justement ce qui distingue l'intelligence artificielle de tout ce qu'on a connu jusque-là, c'est-à-dire la vitesse d'évolution, la vitesse d'adoption. Pour donner un peu de contexte, on a interrogé 3700 leaders dans 21 pays qui opèrent dans 8 industries différentes et 60% d'entre eux nous ont dit c'est un challenge pour nous. C'est un challenge pour nous de suivre le rythme auquel évolue l'intelligence artificielle. Je rappelle que ChatGPT, ça a été 100 millions d'utilisateurs entre 2 et 3 mois et que Netflix et Spotify ont mis respectivement 10 et 11 ans pour arriver au même résultat. Donc pour vous répondre très concrètement, je crois qu'on commence à tous être familiers avec la notion de LLM. Autrement dit, un cerveau isolé qui va apporter une intelligence, au sens intelligence artificielle, sur un jeu de données statiques. Exemple, ChatGPT vient de sortir, vous lui posez une question sur l'actualité, il est incapable de vous répondre. Ensuite, on a évolué vers les workflow IA, c'est-à-dire un ensemble de step-by-step définis par un humain. Les étapes ne changent pas. On pourrait presque faire un parallèle avec la musique classique. La partition est connue à l'avance et elle ne changera pas. Et à un moment dans ces étapes, ou dans plusieurs de ces étapes, on va utiliser l'IA générative. On a vu pas mal d'entreprises adopter des RAG.
eh ben, c'est un parfait exemple de workflow. Et pour finir, permettre de connecter du coup Inia aux données de l'entreprise. c'est pour utiliser les opportunités offertes par l'IA générative sur vos propres données d'entreprise. Absolument. Et donc, pour les agents IA, là, on est face à des agents qui sont capables d'observer leurs environnements, mais pas que. Ils sont surtout capables de raisonner pour trouver la solution à un problème et d'atteindre un but que vous leur avez fixé et d'entreprendre des actions vers ce but. C'est très, très important. La conséquence de ça, c'est qu'on n'est plus dans la musique classique, on est dans le jazz, avec l'improvisation qui va avec, d'accord ? Et puis, surtout, on ne va plus définir les step by step. C'est un changement de paradigme. On va travailler sur les conditions d'action et les champs d'action. C'est lourd de conséquences et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui, tout à fait. On va parler aussi des risques associés à ces agents. Chez Salesforce, vous avez lancé vos agents il y a à peu près un an, Agentforce, c'est ça ? Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire, Émilie, où en sont les entreprises de cette adoption ? Est-ce que vous me disiez dans une précédente conversation que c'était finalement assez contre-intuitif parce que parfois c'est porté par les plus petites entreprises, pas forcément les très grandes, et qu'en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas si en retard que ça dans l'adoption des agents. Donc oui, j'aurais bien aimé que vous nous fassiez un petit point sur où on en est de l'adoption. Alors non, la France n'est pas en retard, ça c'est déjà bien. Donc effectivement, Salesforce, nous on est le leader de la gestion de la relation client et on a lancé une plateforme qui permet de démocratiser et d'utiliser de manière extrêmement simple et de créer un agent virtuel qui devient en fait un collaborateur virtuel. Et donc comme vous l'avez défini d'un point de vue technologique, d'un point de vue fonctionnel, ça veut dire quoi ? C'est que quand on est dans l'entreprise, on va venir définir un agent, on lui donne comme une fiche de poste, voici les actions que tu peux effectuer. Voici aussi la limite sur laquelle tu ne pourras pas agir. Voici les canaux que tu vas utiliser. Donc, comme un collègue, il pourra écrire des emails, converser via, par exemple, des canaux type WhatsApp ou également par la voix. Et ensuite, on vient définir un dernier mode, c'est de savoir est-ce que l'agent virtuel est là pour venir augmenter le collaborateur, donc dans son quotidien, sur une journée simple de 9h à 5h ou 6h, ou est-ce qu'il peut être en autonomie et venir prendre le relais quand, par exemple, une agence, un magasin ou un site web tourne 24 heures sur 24. Et donc ça, je pense que c'est aussi important de le comprendre, c'est qu'on a deux modes d'action. Un pour venir faciliter le travail au quotidien et le second qui peut venir prendre le relais pour améliorer la productivité de l'entreprise. Et donc oui, qui aujourd'hui adopte ? On a 12 000 clients en moins d'un an au niveau mondial. Quand je prends en fait le marché français fait partie du top 5 mondial. Donc ça veut dire que ça, je disais, on n'est pas complètement en retard. Et en fait, quand je prends les 500 clients français sur le top 500 qui sont aujourd'hui en production et qui utilisent ce type de technologie, 2 tiers, c'est dans les régions et ce sont plutôt des PME, PMI. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, la dette technologique, elle est plus faible. Ils ont une moindre complexité. Ça veut dire que si on prend en moyenne, une PME-PMI, elle a à peu près 50 applicatifs. Si on prend une grande entreprise de plus de 1000 salariés, ils ont globalement 1000 ou 1200 applications, tout confondu. Donc ça veut dire qu'il y a une complexité qui est moindre. Le second point, c'est qu'il y a un principe de réalité, c'est quand on est une PME, par exemple comme Fairmob, à Mâcon, le service client, c'est 2 personnes. Le volume de réclamations par mois, c'est pratiquement 40 000 réclamations. On ne peut pas gérer. Donc du coup, c'est là où en fait, les PME et les PMI ont trouvé un relais intéressant pour venir accompagner leur croissance et faciliter le travail des collaborateurs grâce à ce type de technologie. Oui, très bien. Oui, effectivement, elles ont moins de données peut-être à gérer, moins de sujets qu'une très grande entreprise. Par exemple, chez Orange, est-ce que vous êtes une très grande entreprise pour le coup ? Comment se pose la question des agents ? Est-ce que justement, il y a des prérequis pour adopter cette force de travail numérique, ou au moins cette aide aux salariés ? Et quand on est à l'échelle d'une grande entreprise comme ça, quelles questions vous vous posez ? Alors, nous, on a découpé, j'allais dire, le sujet IA en 4 morceaux chez Orange. Et effectivement, on distingue bien ce que vous disiez, c'est-à-dire ce qui est un peu de l'augmentation de l'efficacité d'une part, de ce qui est quelque chose de plus autonome qui va opérer davantage notre outil industriel ou nos réseaux. Et puis, dans notre cas, mais je pense que vous avez le même sujet, les revenus et les services qu'on va vendre à partir de l'intelligence artificielle. Donc, la manière dont on a abordé ça, c'est
on s'est dit d'abord, faisons remonter tous les use cases du terrain et regardons ce qu'il y a. Donc on a laissé vraiment les gens très libres. 2, on a démocratisé l'usage avec un outil qui exposait des LLM en montrant le coût, en montrant y compris l'impact carbone. Et aujourd'hui, on a 85 000 utilisateurs presque quotidiens ou hebdomadaires, je crois, qui utilisent cette couche qui expose tous les LLM, le chat, OpenAI et les autres, et du coup qu'on commercialise maintenant auprès de nos clients entreprises, ça s'appelle Live Intelligence. Et puis, on a bâti ça sur des fondations. Donc là, qui pour le coup, elle était très top-down, avec premièrement ce qu'on appelle la data démocratie, c'est-à-dire ça, on a dit vraiment aux gens, voilà comment il faut que vous structuriez les données. Alors ça n'a de démocratie que le nom, hein, mais c'est la data démocratie chez nous, ça s'appelle comme ça. On a un sujet éthique et un sujet training. Je pense qu'on y reviendra parce que ça, c'est absolument clé dans l'accompagnement des collaborateurs qu'il faut avoir lorsqu'on leur permet d'utiliser l'intelligence artificielle. Et puis, on a le sujet économique parce que tout ça, souvent, ça coûte cher. Et on se rend compte que motoriser un certain nombre de workflows avec de l'IA, voire voilà, opérer de l'IA en lieu et place de certaines tâches qui sont un peu répétitives qui sont effectuées par des collaborateurs, parfois on ne gagne pas d'argent dessus. Donc on a voilà, une financiarisation de tout ça qui chez nous est assez précise. On a annoncé 300 millions d'euros de gains sur l'année 2025 et puis on est en train de travailler à notre nouveau plan stratégique pour voir comment tout ça va se déformer. Et donc on a un peu superposé ces couches. Et puis après, pour ce qui concerne l'agentique, j'allais dire, bon, c'est quand même assez naissant dans sa forme très processée. L'agent fait des tâches à la place des collaborateurs. Nous, on est plutôt aujourd'hui sur des collaborateurs augmentés, où on regarde dans nos call centers, par exemple, le temps de blanc, entre guillemets, que le collaborateur chez Orange passe à regarder le dossier d'un client. Bon, ben là, le langage lui sort ça tout de suite. On a aussi de l'entraînement de langue dans les pays où malheureusement il n'y a pas forcément beaucoup de chat GPT ou autre. Nous, on est dans tous les pays en Afrique et donc il n'y a pas forcément de training là-dessus. Donc on fait ça et on entraîne des agents du coup après à opérer dans le réseau pour faire ça. Et pour répondre à votre question plus précisément, les questions qu'on se pose évidemment, c'est l'efficacité, c'est les risques, je pense qu'on y reviendra à la fin, et puis c'est l'éthique aussi. L'idée étant de vraiment pouvoir accompagner les collaborateurs et pas juste de dire bon bah écoutez, à partir de maintenant ça c'est un agent qui va le faire. En tout cas, nous on a voilà, plutôt des très bons retours des équipes auprès de qui on a proposé l'IA pour mieux travailler. Okay. Mais pour le moment, oui, vous n'avez pas encore d'agents qui sont en lien direct avec vos clients finaux. Alors on les a sur la partie conseiller augmenté, mais chez nous c'est qu'une petite partie en fait. Le gros, en fait, indirectement, si vous avez 2 paquets de use case, si on veut être un peu plus précis, on ne va pas y passer trop de temps, mais qui sont massivement agentisés et par IA. Le premier, c'est toute la gestion. On a 300 millions de clients, hein, nous, chez Orange. Donc, c'est toute la gestion très fine et très personnalisée de ces clients, en disant attention, vous avez tel téléphone, il va y avoir une panne à tel endroit, ou bien on va vous proposer telle offre, ou bien c'est votre anniversaire. Donc, tout ça, c'est agentisé. À la fin, ça envoie à peu près 200 000 SMS par semaine à nos clients. Et puis, sur tout ce qui est intervention, donc là, c'est 150 000 interventions par semaine qui sont contrôlées par de l'agentique IA, où la personne qui fait votre intervention chez vous prend une photo ou une vidéo de la fibre pour savoir si tout est bien branché, etc. Donc ça, c'est massivement chez les clients déjà. Okay. Je reviens sur votre technique d'adoption de l'IA. C'est intéressant parce que vous avez dit que vous laissez un peu vos salariés l'utiliser de manière assez libre. Je crois que chez SNCF Connect and Tech, c'est un peu différent. Vous avez préféré vous cibler sur des cas d'usage assez précis. Je trouvais ça intéressant parce que je n'ai pas beaucoup entendu d'entreprises qui fonctionnaient comme ça, qui préféraient réfléchir au cas d'usage avant de test and learn, donc, en gros. En fait, pour être tout à fait honnête, on a un peu fait les deux. Mais effectivement, la préoccupation première que l'on a eue, c'est de ne pas nous laisser distraire par le sujet de l'intelligence artificielle qui est arrivé. On a recité l'arrivée d'OpenAI ChatGPT, qui arrivait un peu comme un coup de tonnerre, mais qui finalement, et ça c'était en novembre 2022, mais qui finalement était quelque chose qui était dans les cartons depuis longtemps. Et finalement, on se rend compte de l'existence de l'intelligence artificielle
artificielle avec l'intelligence artificielle générative, mais finalement, ça fait plusieurs années que l'ensemble des équipes SNCF Connect, SNCF Connect Tech utilisent des logiciels d'intelligence artificielle. La grande nouveauté, et ce qui en général nous réunit sur ce type de plateau, c'est plutôt l'intelligence artificielle générative qui est venue challenger en fait des métiers que l'on n'imaginait pas challengeables. En particulier les métiers dits intellectuels, dits col blanc. Et donc, effectivement, on a cette pratique d'expérimentation de l'intelligence artificielle qui est historique chez nous. Donc, on a continué les expérimentations. Donc, on fait de l'expérimentation, on laisse les équipes expérimenter. Mais on s'est aussi préoccupé de l'intelligence artificielle générative est arrivée. Quels sont les cas d'usage sur lesquels ça va le plus nous aider, sur lesquels ça va avoir le plus d'impact. Et les impacts sont de différentes natures. Enfin, en tout cas, les impacts que l'on cherche sont de différentes natures. Un, la satisfaction de nos clients. Et je pense que c'est assez commun à ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant. La satisfaction de nos clients, ça se traduit par exemple dans le cas d'usage des réponses au chatbot. Le chatbot, l'avantage, c'est que lui, il ne prend pas de congé, il ne dort pas, donc il répond tout le temps à nos clients. Mettre de l'intelligence artificielle générative à la fois dans l'écoute des questions des clients et dans la réponse que l'on formule, ça a doublé l'efficacité de nos réponses, l'utilité mesurée auprès de nos clients. Comment on est sûr de cette mesure? C'est très très simple. On a beaucoup de volume avec SNCF Connect. Je redonne juste quelques chiffres. On a 1,5 milliard de visites en 2024, 16,5 millions de clients. Vous imaginez bien qu'en nombre de contacts clients sur le chatbot, c'est énorme. Donc en fait, quand on a commencé à mettre en place l'intelligence artificielle générative sur le chatbot, on a divisé les flux de nos clients pendant une période donnée entre le chatbot traditionnel et le nouveau dopé à l'intelligence artificielle. Et on a fait la mesure, puisqu'on pose la question aux clients, à la fin, êtes-vous satisfait? Est-ce que la réponse vous suffit, etc. Et l'intérêt a été doublé par rapport au chatbot traditionnel. Donc on est sûr de ça, on est sûr que ça augmente la satisfaction client. Le deuxième impact, c'est l'impact de productivité, de facilité, d'aisance pour nos collaborateurs. Et le troisième, qui peut être un indirect du premier, c'est l'impact financier. Là aussi, comment on sait que ça marche? Je reprends mon chatbot. 95% de nos clients sont autonomes avec la réponse du chatbot. Là aussi, on sait, puisque quand vous dialoguez avec le chatbot et SNCF Connect, si vous n'avez pas obtenu la réponse qui vous convient, et vous n'avez pas la réponse à votre vraie question, vous avez la possibilité d'être mis en relation avec un agent. Donc on voit bien quelle est la part des clients qui ont besoin d'être mis en relation avec un agent. Et de la même manière, on a boosté nos agents de la relation client. On a à peu près 130-140 agents de relation client dans des call centers en France. On les a eux-mêmes boostés avec l'intelligence artificielle, mais par contre, ils ont des actions à mener, des actions importantes, puisque ce qu'ils ajoutent dans le contexte client, c'est évidemment une meilleure écoute, de l'empathie que ne fournit pas nécessairement le chatbot qui, lui, a l'intelligence artificielle qui a un processing parfait de la demande du client, parfait des règles qui sont applicables, mais par contre ne rajoute pas ce supplément d'âme. Donc c'est essentiel pour nous. Je voulais justement revenir sur cette notion, parce que donc là vous les augmentez un petit peu avec ces IA, et c'est vrai qu'on entend beaucoup ce terme de salarié augmenté. En parallèle de ça, on parle aussi de force de travail du numérique, de salariés virtuels. On entend aussi des coupes d'effectifs importantes chez des entreprises qui adoptent, en tout cas qui annoncent des coupes d'effectifs en disant que c'est en partie pour les gains d'efficacité créés grâce à l'IA. Comment expliquer ce paradoxe, en fait, où à la fois on dit que c'est uniquement pour augmenter les salariés, mais où on voit bien que ça remplace quand même parfois des postes. Je ne sais pas qui veut réagir à ce... Alors, je vais commencer, puisque du coup ça émerge de mon exemple. Dans notre cas, ce que ça permet, ce n'est pas de remplacer des agents, c'est meilleure satisfaction client, puisqu'on a une réponse plus rapide et plus satisfaisante pour les clients, et ça permet de gérer plus de volume avec le même nombre d'agents, puisque comme eux-mêmes sont plus rapides, ils ont la capacité d'intégrer plus de questions éventuellement de la part des clients.
Émilie, peut-être. Je sais que chez Salesforce, il y a eu des coupes d'effectifs qui ont été annoncées, notamment... Une rotation de talent. Voilà. D'accord. Donc effectivement, j'ai parlé par exemple des cas de PME, PMI. Là, la question ne se pose même pas parce que de toute façon, il y a Ne un pouvez problème pas de empêcher. capacité. Ok. Maintenant, si je prends effectivement les grandes entreprises et les annonces qui sont passées, je pense qu'il y a 2 points. Le premier qui est de dire, est-ce qu'on perd son emploi à cause de l'IA ou est-ce qu'on perd son emploi parce qu'on n'arrive pas à l'utiliser? Je prends le cas de Salesforce en tant que client zéro, puisqu'on se devait nous-mêmes de l'adopter en interne. On a 80 000 personnes en interne, tous métiers confondus. On a été obligé, avec le lancement d'Agentforce, l'année dernière, on a eu un pas d'innovation de dingue, puisque en moins d'1 an, on a eu 4 versions d'évolution produit sur la notion d'agent. 4 en moins d'1 an. Vous voyez bien qu'il y a une accélération, il y a un décalage entre l'innovation technologique et le fait de pouvoir adopter rapidement, humainement, et de s'adapter. Et du coup, on a mis en place des programmes de formation pour faire en sorte que tous les mois, 2 jours obligatoires pour tout le monde soient faits de manière inconditionnelle. Quel que soit son poste, qu'on soit un ingénieur, qu'on soit dans un poste de management, qu'on soit par exemple assistante de direction. Ma propre assistante, elle s'est formée et on a ce qu'on appelle le niveau le plus haut innovator. Tout le monde devait être à ce stade-là. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois qu'on s'est formé, on est dans une vraie révolution. Ce qui veut dire que la manière de fonctionner et de travailler évolue et nécessite de pas copier-coller la manière dont on fonctionne dans l'entreprise, mais de la repenser. Je vous donne un exemple très concret pour que ça soit parlant. Les questions qui sont posées technologiquement, une fois que vous avez un client qui est sur Salesforce, il y a ce qu'on appelle help.salesforce.com, vous pouvez y aller. Et donc, en fait, on le met d'ailleurs en toute transparence, vous pouvez faire des requêtes et poser des questions. En règle générale, il y avait des personnes qui répondaient pour venir améliorer le taux d'adoption. Aujourd'hui, il y a un relais qui est fait avec des agents autonomes, multilangues, qui fonctionnent 24 heures sur 24. Donc, le switch sur 3 millions à peu près de requêtes est passé sur pratiquement un 50-50, puisqu'on a un 50% traité par de l'humain et un 50% traité par des agents virtuels. Qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes qui travaillaient sur la fonctionnalité de help.salesforce.com, certes, il y a eu, entre guillemets, une réduction d'activité, puisqu'il y a eu un déport d'activité qui était automatisé. Mais de l'autre côté, quels sont le nombre de postes qui ont été créés et sur lesquels on a eu des transferts de personnel? Donc c'est bien ça, je pense qu'il faut regarder. C'est la réduction de postes d'un côté et la vraie réduction de personnel nette, sur lequel on a créé des milliers de postes au niveau mondial, sur ce qu'on appelle le FDE, qui est l'ingénieur d'adoption technologique, parce que le vrai enjeu qui est cité, pour nous en tout cas, c'est pas juste de mettre en place une technologie, mais c'est qu'elle soit adoptée, c'est qu'elle fonctionne et qu'elle amène de la valeur au niveau de l'entreprise. Et donc, en fait, c'est ce déport d'activité-là. Donc, il y a, comme dans toute révolution technologique, finalement, un changement. Un moment de flottement entre. Il y a un changement de métier qui est quand même extrêmement fort. Sur justement, comment on prépare les salariés à l'adoption de ces technologies? Est-ce qu'il y a des prérequis techniques, mais aussi peut-être humains dans la manière dont on manage une équipe où il y a à la fois des agents autonomes et des salariés classiques, j'ai envie de dire. À quoi il faut penser et comment on se prépare en fait à l'arrivée de ces agents? 3 choses principales de mon point de vue. Premièrement, la chose sur laquelle j'insisterai le plus, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la capacité des agents, leur autonomie, leur capacité à engager, à en prendre des actions, il faut absolument dépasser l'illusion du déploiement technologique suffisant. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel cas d'usage? Quelle valeur? Quel gain? Et ensuite, on aborde des sujets technologiques, d'agents, de modèles, de plateformes, d'intégration. Je pense qu'il y a 3 leviers essentiels. D'abord, il y a les sujets de gouvernance. Parce que quand on a des agents, il faut absolument définir avec clarté le champ d'action de ces agents, d'un point de vue éthique, d'un point de vue responsabilité, d'un point de vue confidentialité, chaîne de contrôle humain, etc. Absolument. La donnée, j'en parle pas, sécurisée, contextualisée, c'est une condition sine qua non. Là-dessus, là où je voudrais passer plus de temps, c'est sur la partie compétences. C'est un sujet extrêmement important. Et mon message, c'est que 87% des entreprises qu'on a interrogées disent qu'il va y avoir un changement de rôle et de responsabilité dans les 12 mois à venir. Mais ma conviction, c'est la suivante. L'avenir appartient à ceux qui auront une pensée critique avec le modèle
à ceux qui savent exécuter avec les modèles, à ceux qui savent décider avec les modèles. Et ensuite, il faut un plan d'exécution sans faille. On commence à avoir du recul sur ce qui fait qu'une expérimentation passe à l'échelle ou pas. Donc on peut armer les organisations d'un framework multidimensionnel et il ne faut pas viser la perfection technologique, il faut trouver le juste moyen, le juste contrôle entre l'innovation et le contrôle. Et on a vu dans le cas des SNCF et dans le cas d'Orange que le juste milieu entre innovation et contrôle n'était pas le même. Donc il faut trouver celui qui correspond le mieux à votre organisation et mesurer la valeur en continu. Oui, je voulais juste, le temps est fini, mais quand même je voulais aborder cette question de la cybersécurité qui me paraît très importante. Et Jérôme Berger, je crois que c'est un point que vous suivez quand même chez Orange et que c'est aussi pour ça que les agents autonomes ne peuvent pas être déployés non plus comme ça, parce qu'on sait que maintenant il y a des techniques comme l'injection de prompt qui permet de les détourner de leur fonction principale. Comment on aborde ce sujet rapidement? Effectivement, donc Orange, avec Orange Cyberdéfense, on est un des premiers acteurs européens en matière de cybersécurité, donc c'est un enjeu clé. Il y a un peu 3 sujets chez nous. Il y a évidemment le sujet de la sécurisation des données, parce que les agents, il faut les entraîner. Et après se posent là-dessus toutes les questions de souveraineté, d'autonomie stratégique, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais c'est aussi notre métier d'apporter ces clouds sécurisés chez Orange. Le deuxième élément, et ça on le voit de plus en plus, c'est de sécuriser les langages et les modèles fondationnels sous-jacents. On a énormément de demandes de LLM, alors ChatGPT, etc., ils sont autonomes là-dessus, mais il y a énormément de modèles, comme chacun sait, qui craignent de se faire hacker ou biaiser. Et donc, il y a une grosse activité maintenant en cybersécurité de sécurisation des modèles fondationnels et des modèles d'apprentissage. Et puis, le troisième élément qu'on voit de plus en plus, c'est qu'en fait, plus les agents deviennent autonomes, plus ils deviennent complexes, plus ils accèdent à des données qui sont disparates, à la fois en termes de niveau de sécurité et aussi de leur localisation. Et donc, il faut arriver à sécuriser tout cet ensemble et à comprendre quelle va être la dynamique et quels vont être les points de contrôle qu'on doit garder. Et ça, c'est des domaines qui sont assez nouveaux. C'est des sujets de recherche. On a, nous, annoncé des partenariats, notamment avec Mistral, en termes de recherche dans ces domaines. Parce que là, il y a vraiment un champ à forte valeur ajoutée pour l'agentique, on en a parlé. Mais il faut qu'on puisse opérer ça sans que les entreprises se fassent hacker leur processus profond, quoi. Vous voulez ajouter le mot de la fin? Pardon. Je voulais réagir parce que je pense qu'effectivement, il y a un point qui est quand même essentiel. En France, toutes les 11 secondes, il y a une attaque de cybersécurité. On ne se rend pas compte de la menace. Elle est bien réelle. Et en fait, souvent, on a beau sécuriser toutes les technologies, effectivement, les agents ils doivent être sur la supervision finalement managériale humaine, mais surtout, il ne faut pas que nous, on soit naïfs. C'est qu'on se fait appeler par quoi? On se fait appeler par, soi-disant, un service informatique qui vous demande votre mot de passe. On se fait appeler, on reçoit des SMS qui vous disent le livreur est à votre porte. Ça, c'est ce qu'on vit tous en ce moment. Ça va s'accélérer. Et donc, au final, ça reste une erreur humaine. Et donc, la formation est essentielle. L'information des patterns d'attaque de cybersécurité reste essentielle. Et je pense que ça, c'est effectivement le vrai pendant qui est nécessaire, sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Merci beaucoup pour ces éclairages intéressants. Merci. Merci.